Bienvenue pour ce meet-up. Bon appétit pour ceux qui mangent. On va démarrer donc avec Joël de Talentsoft et Colin de Appvisor qui nous font le plaisir de faire ce meet-up. À vous, merci et à tout à l'heure. Bonjour à tous, merci pour votre participation, merci à toutes les personnes qui nous suivent sur Facebook Live aussi, et merci surtout à Joël de Talentsoft d'être présent parmi nous. L'idée, moi je n'ai pas grand chose à vous dire, hein, c'est surtout Joël qui va vous expliquer beaucoup de choses, notamment comment on passe d'une start-up à une scale-up. Pourquoi Joël est parmi nous? C'est parce que cet après-midi, il y a la Cloud Week Frenchos qui se déroule chez IBM et Joël nous a fait l'honneur de venir un tout petit peu avant de parler avec des partenaires comme OVH, KPMG, avec The8 aussi qui est une solution de cybersécurité en local. Donc de venir nous rejoindre un petit peu en avant avec Numa pour un petit peu profiter de l'écosystème montpelliérain, profiter de toutes les startups qui sont présentes ici pour pouvoir se projeter demain sur comment on pourra et quelles seront nos difficultés demain quand on passera au niveau d'une scale-up, donc d'une entreprise qui est toujours en hyper croissance, mais qui par contre du coup à un moment donné a dépassé son niveau de scalabilité classique d'une startup. Donc merci à tous, merci Joël, à tout à l'heure sûrement pour la Cloud Week Paris chez IBM. Et Joël, je te laisse pitcher pendant 15-20 minutes. Merci beaucoup Colin, et bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, merci aussi pour l'invitation, c'est vraiment très sympa, le lieu est fabuleux. Donc c'est vraiment très agréable ici de venir un petit peu partager les expériences. Par quoi commencer? Il y a tellement de choses à dire. Donc le thème c'est passer de zéro à scale up. C'est comment on passe d'une entreprise ou d'une idée sur un papier et jusqu'à une entreprise qui fait peut-être plusieurs centaines de collaborateurs, qui est dans plusieurs pays, etc. C'est un petit peu l'histoire actuelle en tout cas de Talentsoft, qui est une histoire qui d'ailleurs est loin d'être terminée puisqu'elle est toujours on est toujours vigoureusement en train de croître et de se développer. Peut-être quelques mots pour expliquer ce qu'est Talentsoft, peut-être pour commencer. Talentsoft, c'est un éditeur SaaS, donc Software as a Service, spécialisé dans les ressources humaines. Qu'est-ce que l'on fait? En fait, on développe toute une suite logicielle qui permet aux entreprises de mieux développer leurs collaborateurs, de mieux gérer leurs compétences, de mieux les recruter, de mieux les rémunérer, les former, etc. Tout ça pour justement que chacun puisse s'approprier sa propre carrière et la développer et être finalement une meilleure ressource pour l'entreprise. Donc on revient finalement au basique de ce que doit être les ressources humaines. Ça c'est Talentsoft, c'est 600 personnes aujourd'hui, 10 ans d'existence, 15 pays, nous sommes présents dans 15 pays, y compris sur d'autres continents que l'Europe. Nous avons à ce jour 8 millions d'utilisateurs et ce nombre est toujours en croissance. Voilà un petit peu en quelques mots qui nous sommes. Évidemment, les ressources humaines, c'est quelque chose de très important pour nous. On a toute une culture, on va dire, relationnelle, toute une culture, une intelligence finalement du développement des collaborateurs et des équipes. Alors, je vais commencer par le début. Le début, c'est d'ailleurs quelque chose moi, qui m'a toujours fasciné, c'est des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs qui partent d'une feuille blanche, c'est-à-dire en fait de rien, pour parler très crûment, et qui arrivent à développer quelque chose. Donc comment on sort de terre quelque chose à partir de rien, à partir d'une idée ou d'une espèce de petite étincelle comme ça dans la tête de 2-3 personnes. Nous, c'est comme ça que ça s'est passé finalement. Là, j'ai toujours envie de parler de la phase d'avant le démarrage. En fait, avant le démarrage, il y a la rencontre avec des associés. Et moi, j'ai toujours trouvé que c'était... Alors, d'abord, je suis fasciné par ceux qui démarrent comme ça de rien, mais en plus, fasciné par ceux et celles qui arrivent à trouver la bonne jointure avec quelques personnes qui vont permettre de créer une équipe, la première équipe en fait. Et ça, pourquoi c'est très important, c'est que de mon expérience perso, et je dois dire j'en ai qu'une seule, donc je ne vais parler que de celle-là, mais j'en ai vu autour de moi qui ont eu des expériences qui, de manière complémentaire, si vous voulez, m'ont donné une vision sur ce que c'est que la première équipe et la façon de choisir et de s'associer est extrêmement importante. C'est comme, l'image que j'en ai, c'est comme un mariage presque. C'est-à-dire que c'est pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Il y a des moments très difficiles. Et dans ces moments très difficiles, c'est bien d'avoir ce que moi j'appelle la bonne jointure avec ses partenaires.
ça se manifeste comment? C'est déjà des compétences complémentaires. Et je dois dire avec Jean-Stéphane et Alexandre, qui sont les cofondateurs avec moi-même donc de Talentsoft, mais on n'a rien à voir les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire il faut se ressembler un peu pour s'associer. En fait, peut-être pas. Il faut au contraire être très très complémentaires. Jean-Stéphane, c'est celui qui développe le business, c'est le commercial, on peut dire, c'est celui qui a l'âme du commercial et de la stratégie. Alexandre, c'est le visionnaire des RH. Et moi, je suis le technicien, je suis celui qui fabrique, qui héberge et qui fait en sorte que ça marche. Et avec un peu plus peut-être les pieds sur terre que les deux autres, on va dire. Mais voilà, chacun ses qualités. Il faut bien connaître les défauts aussi de ses collaborateurs et de ses partenaires pour commencer. Et c'est comme ça aussi qu'on apprend à construire ensemble. Pour moi, ça c'est la première étape, c'est la phase 0. C'est avant même d'avoir commencé quoi que ce soit avec ses partenaires. Ça c'est, on démarre de 0. Voilà. Et puis après, il y a des phases que j'imagine vous-même connaissez, en tout cas si vous êtes ici, c'est que vous les avez déjà enclenchées, ces phases-là. C'est la phase de démarrage de l'idée et de la construction. Et là, on est vraiment dans une phase de totale incertitude et dans laquelle il faut commencer à construire un modèle. Alors pour certains, un produit, pour d'autres, un service, etc. Et de commencer à trouver les premiers clients. Et alors là, je veux dire, c'est la partie très folklorique de l'histoire. Moi, je me rappelle, par exemple, des jours où on a pris nos premiers locaux. Donc, c'était un bureau, c'est à peu près grand comme les chaises jusqu'ici et jusqu'au mur qui est derrière moi. Donc, et c'était évidemment dans un espace partagé. C'était pas dans un incubateur. Donc, à l'époque, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. C'était pas aussi facile de trouver un lieu où on pouvait partager facilement avec d'autres sociétés qui démarraient. Et on avait donc un bureau où on recevait nos premiers prospects ou nos premiers futurs investisseurs et on était ponctués, on avait les toilettes à côté, donc toutes nos phrases étaient ponctuées par la chasse d'eau. Donc chaque fois qu'on disait quelque chose, il y avait la chasse d'eau, donc on devait à chaque fois se reprendre et redémarrer dans notre conviction, et chaque fois on devait essayer d'étouffer ce bruit, c'était catastrophique quoi. Mais c'était ça les débuts, c'était à la fois des moments extrêmement forts, des moments d'énormes doutes, parce qu'il y a aussi des phases où on se dit bon ben non, ça va pas marcher, il faut absolument qu'on trouve autre chose. Et puis des phases un peu folkloriques comme ça où finalement voilà, on arrive à construire et à se rappeler de tous ces moments comme des bons moments, même si bon certains c'était un peu limite quand même quoi. Et puis dans ces phases-là aussi, alors ça dépend, pour certains c'est un peu en avance de phase, pour d'autres c'est après les premières mises de fonds, mais dans tous les cas, il y a un élément absolument critique qui est le recrutement des premiers collaborateurs. Et alors ça, je vais le dire pour cette phase-là, vous allez voir, je vais le dire pour toutes les phases en fait, mais dès ce moment c'est important. Et moi ce que j'ai pu remarquer dans cette phase-là, c'est que il est important de trouver des gens qui comprennent que les premières phases d'une société, d'abord, c'est quelque chose de très risqué, donc il faut presque partager le risque. Ça doit être des salariés, ils partagent le risque pour leur vie personnelle presque autant que les fondateurs, quoi. Et qu'en même temps, ils doivent accepter l'idée que, voilà, alors contrairement à peut-être des jobs qu'on va trouver sous une belle enseigne, un nom bien connu, où on peut dire à ses copains, tu sais, je travaille chez, je sais pas moi... je travaille chez Accenture, Société Générale, IBM. Il n'y a personne d'IBM, j'espère, ici. Bon. C'est réconfortant, c'est facile à vendre à son entourage, à sa famille, à ses copains, etc. Alors que dire que je travaille pour truc muche machin qui n'est pas encore connu, en fait le nom on vient de le trouver il y a une semaine, c'est parfois plus dur. Voilà. Non, faut se le dire, c'est parfois plus difficile. Et donc, l'important, c'est de trouver des gens qui comprennent que l'aventure qu'on va leur offrir, c'est autre chose, mais c'est tout aussi excitant finalement que de pouvoir dire à ses copains et à sa famille je travaille pour une super boîte qui est super connue, et ah ben oui, c'est vrai, je connais cette boîte. Non, c'est autre chose en fait. Et c'est important de trouver des gens qui ont cet état d'esprit-là au début, et qui savent que peut-être ils vont vivre quelque chose et être partie prenante d'un sujet où, allez, je ne sais pas si on est le 4e embauché d'une société, on pèse pour 25% de la boîte, on impacte 25% de la boîte. Voilà.
Et moi, j'ai pu utiliser cet argument jusqu'à 10%, 5%. Bon, après, c'était un peu plus dur. Mais dans les premiers temps, c'était ça. On recrutait des gens en leur disant, OK, bon, tu vas être payé un petit peu, tu vas peut-être avoir des BSPCE, peut-être que ça vaudra rien, peut-être que ça vaudra une fortune, tu vas prendre des risques, mais tu vas impacter 25-10% de la boîte. Ce sera toi 10% de la boîte. Voilà. Ça, c'était un argument extrêmement fort. Et c'était une façon de sélectionner les gens. Et puis après, il y a d'autres phases qui arrivent. Alors, je ne vous fais pas tous les détails. Je vous épargne toutes les phases concernant les levées de fonds. À moins que ça vous intéresse, peut-être, je ne sais pas. Non? Si, un petit peu? Allez. Quelques éléments là-dessus. Mais ça, je veux dire, c'est une phase, une des étapes mieux connues, je dirais, de l'histoire des différentes sociétés qui se créent, qui se montent comme ça et qui font du scale-up. Clairement, il y a nous, ce qu'on a vécu, c'est une phase où on avait presque notre premier financement. Alors, je parle de l'étape au-delà des business angels. Donc, on commence à chercher du sérieux. Là, on commence à chercher du 1 million, 2 millions, avec un modèle à peu près prouvé. Donc, on cherche la phase qui va nous permettre d'enclencher le développement, cette fois-ci, la croissance. Bon, très bien. On trouve une première société qui nous promet 1,5 million à l'époque. Très bien. Et puis, celui qui s'occupait le mieux de ça dans notre équipe, c'est-à-dire Jean-Stéphane, lit le contrat et puis il voit à la fin une clause où en gros, s'il y a le moindre problème, le VC qui rentre prend toutes les parts, prend tous les fonds et puis laisse des queues de cerises aux fondateurs et à tous les autres. Et donc il se dit non, je peux pas faire ça, je peux pas signer ça. Donc il dit non. Le VC dit tant pis, je m'en vais. Et du jour au lendemain, on se retrouve, on passe d'un moment où on était à peu près assuré de notre développement à une étape où on n'a plus rien. En gros, on n'avait plus rien. Et c'est là où la confiance entre les fondateurs et les rôles respectifs des fondateurs est super important. Ne pas se marcher sur les pieds, avoir chacun son domaine d'expertise et surtout, avoir une énorme confiance entre les différents fondateurs. Donc ce qu'on a dit Alexandre et moi à Jean-Stéphane, c'est très bien, de toute façon tu vas en trouver un autre de VC, il n'y a pas de souci. Tu vas nous laisser travailler, puis toi tu vas t'occuper de ça, il n'y a pas de souci, on te fait confiance. Donc du coup, Jean-Stéphane, qui était le moral dans les chaussettes, s'est dit ok, ils me font confiance, très bien, j'y vais. Et il a retrouvé plusieurs VC même. On a fini par en choisir un qui nous accompagne encore d'ailleurs. Et nous, on a continué notre boulot. Voilà encore un des éléments clés, à mon avis, qui permet de continuer, qui permet de passer les coups durs. Confiance, rôle bien compris respectif des différents fondateurs et plus largement ensuite des différentes personnes qui rejoignent la société. Voilà. Et on est passé comme ça de différentes phases à 100% de croissance, 300% de croissance certaines années, donc c'est allé très très vite. On a même reçu un prix à un moment, je crois que c'était Deloitte Fast 50. On a gagné le prix dans la catégorie logicielle. On cumulait quelque chose comme je ne sais plus le chiffre exact, si c'était 5000 ou 9000%, enfin un truc colossal, mais cumulé sur 5 années. Alors évidemment, c'est un peu triché parce que sur 5 années, quand on part de rien, quand on arrive à quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, déjà c'est fabuleux, quoi. Donc ça, c'était vraiment la phase où on a développé, recruté, construit le produit, trouvé les premiers clients. Alors là aussi, pour les premiers clients, des fois, il faut un peu puiser dans son carnet d'adresses des gens sympas qui veulent bien parfois jouer les rôles qui vont bien. Et en fait, on dit à un client qu'un tel va signer avec nous, puis l'autre client, on lui dit l'autre il va signer avec nous, et finalement on arrive à signer les deux. C'est un petit peu ça la démarche, quoi. Donc il faut savoir jouer des claquettes, on va dire. Voilà, c'est ça. Il faut beaucoup jouer des claquettes au début. Et puis peu à peu, on construit comme ça, ce qui permet ensuite d'asseoir en fait la stabilité de la société, de se développer. Et on arrive dans une autre phase, alors qui elle est, comment dire ça, nous fait un peu lâcher, il faut un peu lâcher le côté purement épique et chevaleresque, romantique, on va dire, romanesque, voilà le mot exact, du début d'une start-up. On lâche ce côté romanesque pour entrer dans un côté un peu plus dur, un peu plus
standard, je dirais. Moi, j'ai commencé à 45 ans, en fait, à démarrer une start-up. Donc, j'avais une vie avant. Et je connaissais très bien les grands groupes. J'avais des clients comme grands groupes. J'avais travaillé dans des grands groupes. Et donc, je connaissais cette ambiance où, des fois, il faut un peu faire de politique. Parfois, c'est un peu dur dans les relations humaines, etc. Et quand on quitte le monde de la petite société, disons à partir de 100, 200 personnes, on commence à voir qu'on ne maîtrise plus tous les aspects. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on recrute des gens, on croise des gens dans les couloirs, on sait même plus qui c'est. Alors que jusqu'à 100, 150 personnes, on connaît tout le monde, voire on les a recrutés nous-mêmes, donc on sait qui c'est les gens. Eh ben, il y a une étape, et c'est très clair cette rupture, où un, on ne connaît plus tout le monde, et deux, et là c'est un énorme risque, à mon avis, pour les entreprises qui sont dans cette phase, c'est qu'on n'est plus très sûr de pouvoir maintenir la culture de l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose d'absolument horrible. C'est-à-dire, il faut garder sa culture. Et en fait, on a investi, nous, énormément de temps, énormément d'argent, à essayer de garder la culture de Talentsoft. Parce que c'est un vecteur d'intégration. C'est-à-dire que quand on fait des recrutements, on en a fait des bons, on en a fait des mauvais, on en a fait des fabuleux, des recrutements absolument fabuleux. Mais à un moment, pour embarquer tout le monde, il faut qu'on ait la même culture. Et quand on est 10, quand on est 50, c'est facile d'avoir la même culture parce que quasiment on est dans la même pièce. Donc la façon de se comporter des fondateurs et des quelques-uns qui construisent la société, finalement, ça transpire naturellement sur tous les autres. Mais quand on commence à être sur plusieurs étages, qu'on a des bureaux à l'étranger ou en province, c'est plus pareil. Donc ça se travaille, la culture. C'est plus quelque chose qu'on improvise. Donc pour nous, ça a été un vrai travail avec tous les instruments, la communication, démontrée par l'exemple, team building, façon de gérer les objectifs à partir de la culture également, à partir des valeurs. Tout y est passé, mais c'était vraiment extrêmement important. Voilà. Et puis il y a la phase dans laquelle nous sommes maintenant. Donc je rappelle, on est parti de zéro, on a construit quelque chose sur une feuille de papier, on a commencé à le construire pour de vrai, on trouve de l'argent, on trouve des gens, on se développe sur son marché initial, donc nous c'était la France, le marché initial, et puis on arrive à un moment où si on veut faire plus que du scale-up national, il faut faire du scale-up international. Et alors là, c'était encore une autre histoire, vraiment différente, je dirais. Pourquoi? Parce que on se heurte d'abord à mieux comprendre les cultures des autres pays. Il faut savoir ce que c'est que son propre business dans d'autres pays. Ça s'improvise pas, ça se découvre pas comme ça. Il faut l'apprendre. Des fois, c'est un petit peu difficile. Il faut trouver également, là aussi, d'autres partenaires, d'autres sociétés. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà commencé à faire des acquisitions de sociétés, mais ça aussi, c'est une expérience absolument importante. Et c'est une expérience très enrichissante. Donc, comment on a fait nous? Il y a la manière de se développer à l'international avec allez, j'ouvre un bureau, je recrute une personne qui en recrute une deuxième, une troisième, et puis un an après, vous n'avez toujours pas bougé, quoi, parce que faut tout apprendre, il faut développer la notoriété dans le pays, etc. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? Alors on a commencé comme ça d'ailleurs, puis évidemment on s'est complètement planté, donc on a fait machine arrière. Et qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On a, là aussi nos VC nous ont suivis, on a fait l'acquisition d'une société qui était déjà implantée dans les pays où on voulait être. Et à partir de là, l'accélération a commencé. Avec, évidemment, le choc des cultures, c'est-à-dire que on acquiert une société, mais il faut un minimum d'ADN commun, sinon ça ne fonctionne pas. Et on a dû instiller aussi notre culture, donc à partir d'un ADN qui était déjà favorable, mais aussi construire avec les différentes personnes dans les différentes filiales la culture Talentsoft. Et à partir de là, ça a commencé à décoller. Je vous passe les péripéties sur est-ce que le produit s'adapte en Allemagne, en Hollande, dans les pays nordiques, etc. Ça, c'est des péripéties, je dirais, et ça vous apprendra pas forcément grand-chose pour votre propre produit, si ce n'est que, oui, il faut l'adapter, le produit, aux différents pays et aux différentes cultures. Mais ça, je dirais, c'est de l'histoire interne. Ce qui est important, c'est comment on arrive à démarrer, à démarrer toute cette inertie qui permet ensuite de développer plusieurs pays d'un coup. D'accord ?
Et on en est là aujourd'hui, on est en plein développement international. Si tout se passe bien l'année prochaine, on fera plus de chiffre d'affaires à l'international qu'en France. Voilà. Et donc on aura réussi notre pari, on sera parmi les premiers, voire peut-être le numéro 1 européen dans notre catégorie. Voilà un petit peu l'histoire où on est aujourd'hui. Certainement il y aura des étapes après, donc scale-up ne veut pas dire qu'il y a une fin. Après il y a une autre façon de faire du scale-up, il y a peut-être se développer sur d'autres continents. Je pense que après on va rencontrer finalement les mêmes affres que les grandes sociétés, il faut trouver d'autres marchés. Donc il n'y a pas 15 façons de le faire, hein. Il y a d'autres offres et d'autres pays. Voilà. À partir de là, une fois qu'un marché est pris, il est pris, et c'est les deux bonnes façons, je dirais, de se développer dans d'autres continents, et toujours en trouvant les bonnes personnes pour nous accompagner. Et ça, je crois que qu'on soit petit, qu'on soit gros, c'est exactement les mêmes enjeux, les mêmes plaisirs et les mêmes difficultés, quels que soient les pays et quel que soit le business. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça va éveiller ou ça appeler à des expériences que vous avez peut-être déjà vécues. Voilà, et j'espère que c'était intéressant pour vous. Merci à tous. Merci beaucoup. Si vous avez encore quelques minutes, on va peut-être proposer à toutes ces personnes des questions. Qui c'est qui a des questions à poser à Joël sur cette thématique du scale-up ? Bonjour Joël, une question sur l'export. Pour attaquer un pays, vous avez pris l'option rachat d'une société qui existait déjà sur le pays, ou monter une filiale avec une promotion d'un salarié interne, ou monter une filiale en s'associant avec quelqu'un d'externe. Vous avez pris quelle option sur ça ? En fait, c'est un petit peu les trois. La première étape a consisté justement à recruter une personne puis deux personnes dans un pays. Donc c'est ce qu'on avait fait avec l'Angleterre, par exemple, c'est ce qu'on avait fait avec l'Allemagne. Et ça n'a absolument pas fonctionné. En fait, il y avait deux choses. D'abord, c'était trop petit pour démarrer. Il y a une taille minimale pour démarrer. Enfin, en tout cas, dans notre business. Après, chacun doit étudier comment se passe son propre développement. Mais nous, en tout cas, être éditeur dans le modèle B2B, il faut de la notoriété, par exemple. Donc, on ne peut pas démarrer... Il faut un tissu relationnel. Donc on ne peut pas démarrer de zéro, ça ne va pas marcher. Donc on a fait machine arrière. D'ailleurs, très naturellement, les premières personnes qu'on avait embauchées dans ces pays sont parties, en se disant, allez, je jette l'éponge, j'en peux plus. Et c'est après seulement qu'on a racheté une société, qui était justement implantée dans les quelques pays sur l'Europe continentale qu'on voulait développer. Et à partir de là, ça fonctionnait. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un réseau commercial, il y avait du management, et après, ça c'était notre choix, c'était des gens qui avaient un ADN, une façon de travailler qui était similaire à la nôtre. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. On a mis un peu de côté le produit qu'ils avaient eux-mêmes et on a poussé notre produit standard. Et l'adaptation s'est très très bien faite, c'est-à-dire qu'ils ont commencé naturellement à vendre le produit Talentsoft et à faire un phase-out progressif du produit qu'ils avaient eux-mêmes, qui était un petit peu en bout de course de toute façon. Et ta troisième remarque est vraiment intéressante parce que c'est le thème du partenariat. Et ce thème-là, c'est celui qu'on développe en ce moment. Et on le développe avec une échelle qui est très supérieure à celle qu'on pouvait se permettre au départ. Donc on est déjà sur des échelles avec des grands groupes de plusieurs milliers de personnes, plusieurs milliers de consultants qui peuvent déjà implémenter le produit si nécessaire, le vendre avec une couverture sur des pays qui est bien supérieure à celle que nous on pourrait avoir en démarrant de zéro. Mais pour ça, il faut l'emboîtement parfait avec le partenaire qui veut nous accueillir et que l'on veut choisir également. Donc il faut un peu de recherche pour trouver le partenaire qui va bien, quoi. Voilà. Et c'est ce qu'on fait sur l'Angleterre. Donc là, on redémarre complètement l'Angleterre avec un très très bon niveau de vente et surtout un très très bon niveau de notoriété aujourd'hui, quoi. Voilà. Il y a des questions ? Voilà. Merci Joël pour la présentation. Je ne sais pas si du coup on peut garder les questions. Ça tourne toujours sur Facebook Live ou pas ? D'accord. Bon.
Bon, on va quand même poser la question, après on coupera. Non, je me demandais comment ça se passe la relation avec un VC, hein, comme celui que vous avez eu il y a maintenant moins de 2 ans. Voilà, un grand VC américain. Comment une entreprise française, européenne arrive aujourd'hui à gérer des COMEX, voilà, aligner une vision stratégique tout simplement? Alors oui, c'est aussi un des sujets dont j'ai pas beaucoup parlé. C'est le changement progressif de maturité de l'équipe dirigeante de la société